La combinaison de tous ces facteurs contribue donc à installer une grave crise de confiance dans le pays, ainsi qu'un sentiment profond de frustration parmi le peuple, qui menace d'exploser. La convocation des États généraux en 1786, Calonne, ministre des Finances de Louis XVI, promulgue une loi visant à faire payer les impôts aux propriétaires fonciers. Ce nouvel impôt, qui a pour but de renflouer les caisses de l'État vidées par la crise économique, est naturellement très mal accueilli par les détenteurs de privilèges concernés, qui s'opposent violemment à cette loi. Pour préparer cette assemblée, chaque village, chaque corporation de France préparant un cahier de doléances qui contient les vœux et souhaits de la population. Parmi ces vœux figure sans surprise la formation d'une constitution pour le pays, l'abolition des droits féodaux et des impôts injustes. En somme, rien de très concret qui pourrait aider l'État à se sortir du marasme économique et financier. Pour la première assemblée qui a lieu le 5 mai 1789 à Versailles, la résidence du roi, le ministre Necker accorde aux élus du peuple une représentation égale à celle de la noblesse et du clergé réunis. La prise de la Bastille. Le 17 juin 1789, les représentants du tiers-État à Versailles s'autoproclament Assemblée nationale. Le 9 juillet, à la suite de leur délibération, les députés du tiers-État se proclament Assemblée constituante. Pendant ce temps, Louis XVI prépare ses régiments pour écraser les rebelles, et le 11 juillet, il renvoie de très populaire Necker, ce que le peuple désapprouve fortement. Le 12 juillet, les Parisiens commencent à se mobiliser, et le 14 matin, ils assaillent les Invalides, où ils s'emparent de 30 000 fusils et de 12 canons. La tête du gouverneur de la Bastille est promenée au bout d'un piquet. Les villes de province se révoltent à leur tour, la révolution est en marche, rien ne pourra l'arrêter. Le 16 juillet, Louis XVI rappelle Necker et renoue le dialogue avec les révolutionnaires. En d'autres termes, le roi reste au sommet de l'État, mais l'Assemblée rédige les lois et exerce son influence sur l'exécutif. Le 4 août 1789, l'Assemblée constituante abolit l'ancien régime social et les privilèges, ce qui provoque immédiatement des scènes de panique dans toutes les provinces du pays. Affolée par les événements, la noblesse fuit en masse à l'étranger, tandis que le roi est ramené de Versailles à Paris, où siégera désormais l'Assemblée. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, le premier jour anniversaire de la prise de la Bastille, Louis XVI jure solennellement son allégeance à la Constitution. Cette action du roi lui fait perdre toute sa crédibilité auprès du peuple parisien, qui réclame son exécution. En avril 1792, sur une proposition de Louis XVI, dont les manifestations sont suspectes, la France déclare la guerre à l'Autriche, alliée de la Prusse. Cette menace de l'extérieur va renforcer la ferveur patriotique des révolutionnaires parisiens les plus audacieux, les plus radicaux, les sans-culottes, qui s'emparent le 10 août des Tuileries, la demeure du roi. L'Assemblée décide immédiatement de déposer le roi et vote pour la formation d'une convention nationale dont les députés seront élus au suffrage universel. Les Français sortent victorieux de cette bataille importante grâce à leurs excellents canons et surtout à la fougue des soldats révolutionnaires conscients de défendre la patrie en danger. La révolution est finalement sauvée à Valmy, et cette victoire provoquant un nouvel élan de confiance populaire, la terreur, un lendemain de victoire de Valmy, la Convention nouvellement élue proclame le 21 septembre 1792 la République, la première de l'histoire européenne. Or déjà, l'Assemblée est divisée par les divergences au sein des députés sur la conduite de la Révolution. À l'opposé, les montagnards sont partisans de la poursuite des réformes et soutiennent les sans-culottes, le mouvement populaire le plus extrémiste de la Révolution. Ces divisions au sein de la Convention iront en s'aggravant et plongeront durant 2 années la France révolutionnaire dans sa période la plus sanglante. En janvier 1793, Louis XVI est accusé d'avoir collaboré avec les forces anti-révolutionnaires et est décapité le 21. La Convention doit par ailleurs faire face à une coalition, le pays européen regroupant l'Angleterre, la Hollande, la Prusse, l'Autriche et l'Espagne qui se sentent menacés par les républiques françaises régicides. En réponse, la Convention décide la mobilisation de 300 000 hommes, ce qui provoque le soulèvement des Vendéens, sympathisants des Girondins. L'une des premières mesures très impopulaires du nouveau gouvernement est de geler les prix et les salaires afin de faire face à la crise économique du pays. Robespierre, brillant orateur et député du tiers-État depuis 1789, s'est ainsi débarrassé de tous ses ennemis et se retrouve le seul maître du comité de salut public. Cette date marque la fin de la domination des montagnards à la Convention. Le Directoire, année 1795, voit le retour à une certaine modération après le chaos des premières années révolutionnaires. Le 5 octobre, les royalistes font une nouvelle tentative pour s'emparer du pouvoir à Paris,
mais ils sont écrasés par les troupes d'un jeune général, le 28 ans, Bonaparte, qui sera plus tard empereur de France sous le nom de Napoléon Ier. La Convention cesse d'exister en octobre 1795 et un directoire formé de 5 directeurs qui détiennent l'essentiel du pouvoir exécutif est mis en place. À son retour en France en 1799, il possède de solides appuis au sein du directoire, avec CIS notamment, qui lui permettent de s'emparer du pouvoir en novembre par un coup d'État. La Révolution française s'achève ici, à la veille du XIXe siècle.